Une fois que le livre est sur les étals des libraires, l'histoire appartient au lecteur. C'est ça, il ne t'appartient plus. Il n'appartient plus. Moi, la perception que j'ai du personnage d'Erika, c'est pas ça. Parce qu'en fait, l'idée originelle que j'avais à la base, c'était en fait de vivre au Rwanda. Je me suis posé 2 questions. La première question, c'est d'essayer de comprendre ce que l'histoire collective fait à l'histoire individuelle. Si tu prends la colonisation, qui est une histoire collective, moi je me demande comment est-ce que ça tape dans les individus. Qu'est-ce que ça affecte? Et la colonisation peut affecter tout le monde, pas seulement les Noirs. Bien sûr. Pas seulement les Noirs. Ça ne va pas nous affecter de la même façon, dépendamment de ce que nous sommes nous-mêmes, de tout un ensemble de paramètres. Donc moi, je me suis posé la question de ce que l'histoire collective du génocide des Tutsis a fait aux individus. Donc, je m'explique. L'histoire collective, c'est comment, dans un même pays, 2 communautés qui ont été définies par le colonisateur, mais le Rwandais s'est approprié de ça. Comment la communauté majoritaire, un nombre certain de ses membres, a tenté d'éradiquer l'autre communauté. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ça, à l'individu, à monsieur Lambda, à madame Isabelle, madame Dominique, monsieur Bosco, que sais-je, premièrement. Et j'ai mis ça en lien avec une autre observation, c'est que de vivre au Rwanda, je me suis rendu compte qu'il y avait un discours général, aussi bien des hommes que des femmes, très dur sur l'amour. Oui. Très, très dur. Et ça a commencé à m'interpeller. Donc, au départ, comme je suis une femme et que je socialise naturellement plus facilement avec des femmes, j'ai d'abord cru que c'était d'abord les femmes, mais c'était vraiment un discours dur qui m'étonnait. Puis j'ai discuté avec les hommes et d'une façon générale, la question de l'amour est difficile. Et donc, je me suis demandé à un moment, mais est-ce qu'il y a un lien entre cette histoire collective et ce discours sur l'amour? Et en fait, le lien que moi je fais, c'est comment est-ce que tu collectif, comment est-ce qu'on fait pour aimer quand on a vécu de telles horreurs? Ou bien quand on a vu ces horreurs? Ou bien, comment l'amour est possible après le génocide des Tutsis pour ceux qui ont été ciblés par ce génocide, pour ceux qui ont été témoins, pour les enfants de bourreaux aussi, qui doivent, même si au Rwanda, on distingue l'auteur du crime et ses enfants, etc., mais ça pose quand même une grande question. Comment refaire confiance? Comment réaimer? Comment retrouver le respect? Et donc là, à chacun de mettre sa définition de l'amour. Mais il y a un moment dans l'amour, dans le package, tu as la question de la confiance, du respect, tu as un certain nombre de choses. Or, il y a les témoins ou ceux qui ont subi ça, tout ça a failli. Et le monde entier aussi a laissé faire ce génocide. Donc comment après, à l'échelle individuelle, pour parler vulgairement, comment tu te démerdes avec tout ça? Mais oui. Voilà, c'est ça un peu. Comment est-ce qu'on se démerde avec tout ça? Ouais. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure d'Erika, donc tu as créé ce personnage, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de te voir en lisant le livre. Physiquement, je te vois jusqu'à un moment où elle parle de son embonpoint, et là je dis donc non, c'est pas... mais, c'est pas le même physique. Non, c'est ça, mais quand même physiquement, quand je lis, je te vois en fait en lisant, mais je sais que ce n'est pas toi. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il y a... C'est une question qui peut paraître banale, mais jusqu'à quel point est-ce que tu es dans Erika ou Erika est dans toi? Mais d'abord, moi, ce que je vais dire, c'est que tous les personnages, c'est moi qui les ai créés. Donc, pourquoi est-ce qu'on me demande si Erika me ressemble? Parce qu'Erika est une métisse? Oui, elle est métisse, elle a un papa blanc, elle a vécu au Congo, donc au Zaïre. Voilà. Oui, tu te poses la question, la trajectoire. Donc, d'un côté, je dis, j'ai créé tous les personnages, même les génocidaires qui sont dans le livre, c'est moi qui les ai créés. Et quant à Erika... moi, je pense que la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Erika n'est pas 100% rwandaise? Et en fait, je ne voulais pas qu'Erika soit 100% rwandaise parce qu'en fait, je voulais montrer que les Rwandais qui étaient ciblés, enfin, le groupe ciblé, parce que nous, on n'utilise plus les catégories ethniques Hutu-Tutsi, mais pour clarifier, les Tutsis qui étaient au Rwanda dans la période 90-94 n'ont pas pu échapper.
bien sûr, quand je dis n'ont pas pu échapper, c'est-à-dire, oui, tu as des survivants, merci, grâce à Dieu, parce qu'il y a des survivants, parce qu'il y a des Hutus qui les ont protégés. C'est important de le préciser. Mais je veux dire, le Rwandais Tutsi qui se retrouvait au Rwanda en 1994, il était pris au piège. Et Erika, il était pris au piège physiquement, du crime, tout ce qu'on veut, mais aussi, il n'avait pas d'échappatoire psychologique aussi. Tu es pris au piège, quoi. Tandis que Erika, du fait d'avoir un père qui n'est pas rwandais, ça lui donne un oxygène et un autre héritage. Alors tu vas rire, mais au départ, j'avais fait du père d'Erika un centrafricain. Moi, je n'ai jamais été en Centrafrique, et donc je commence à me documenter. Alors je découvre des choses affreuses, évidemment, des choses qu'on sait un peu tous, qui sont moches, etc. En plus avec l'implication de l'armée française. Moi, j'ai fini d'écrire le livre en 2019. La France n'avait pas encore reconnu sa responsabilité lourde et accablante. Or, moi, mon propos, ce n'est absolument... Moi, je ne voulais pas du tout faire la moindre allusion politique, ce n'était pas mon sujet. Mais je passe 5 mois. J'arrive en mars 2019 à Bordeaux. J'avais été lauréate d'une bourse d'écriture. À Bordeaux, je rencontre, je ne sais pas si tu la connais, une écrivaine géniale qui est Beata Omobiei-Merès. Tu m'en as parlé, elle était en Belgique. Oui, et vraiment, je pense que son dernier roman, je fais une petite parenthèse, son dernier roman parle du rapt des métis par l'administration coloniale belge. Je pense que vraiment, les Belges, ça vaut la peine, enfin pour tout le monde, c'est un très beau roman, mais c'est une histoire, cette histoire concerne notre histoire avec un grand H. Donc je ferme la parenthèse. Donc j'arrive à Bordeaux, je suis lauréate d'une bourse d'écriture, Beata Omobiei-Merès, qui est une survivante, qui était là en 1994. Moi, je ne suis pas survivante. C'est important. Je crois que c'est important de le dire pour qu'on comprenne d'où là j'écris. Beata est bordelaise, elle vit avec sa famille là-bas, et elle m'accueille avec 2-3 autres écrivains. Et dans le cours des discussions, je parle du personnage d'Erika, etc. Beata me dit, mais de toute façon, quoi que tu fasses, on croira que Erika est toi. Et je comprends quand elle me dit ça, qu'elle croit que je veux donner un père centrafricain à Erika pour qu'on ne croie pas que ce soit moi. Or, moi, quand elle me dit ça, je suis très étonnée. Comme je suis une grande lectrice, je sais faire la différence entre une fiction et la réalité. Mais maintenant, je peux très bien comprendre qu'un lecteur cherche l'identification. Et quand Beata me dit ça, je dis « what ?» Mais je me dis « mais finalement, tant qu'à faire. Si c'est de toute façon... on croit qu'Erika c'est moi, autant la faire, autant lui donner mes caractéristiques dans le dispositif. Et c'est là que je change le truc et que ça me simplifie la tâche. Et que oui, donc je fais d'Erika une trajectoire similaire à la mienne, pas complètement. La famille maternelle d'Erika a émigré au Congo, ce n'est pas le cas dans notre histoire, mais ça c'est des détails. Mais dès lors, je change le dispositif. Alors pour te faire rire, j'ai quand même bossé 5 mois moi sur la Centrafrique, avec une carte devant moi, que je n'arrivais pas à retenir, j'ai eu des bouquins, bref. Donc je fais mon bouquin et je garde un petit truc. Et dans ce que je garde dans mon bouquin, c'est qu'à un moment, Vincent invite Erika pour un city trip à Bangui. C'est complètement délirant, évidemment. Qui a envie de ça? Donc le manuscrit est fini. Mes 2 premiers lecteurs, et les 2 premiers lecteurs, c'est vraiment, tu as mal, parce que toi-même, tu vois les problèmes de ton texte, mais il y a un moment, tu as besoin d'un regard extérieur. J'ai deux premiers lecteurs, un Belge, un Rwandais, et à l'issue de la lecture, le Rwandais me dit, le city trip à Bangui, ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Mais moi, je ne veux pas lâcher. Je dis, mais non, mais si, ça marche, parce que je me dis, j'ai bossé 5 mois là-dessus. Et alors il me prend au piège, il me dit, bon, Demi, si un homme qui te plaît, que tu trouves séduisant, qui t'invite à un city trip à Bangui, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, bon, ça va, je vais enlever. Et donc c'est là qu'ils partent en Turquie, du coup? Et donc, non, c'est là qu'ils vont aller au lac Kivu, que je vais modifier. Mais c'est quand il me dit ça que, bien sûr que, je veux dire, si je prends cette configuration-là, normalement, tu n'invites pas quelqu'un à un city trip tendre et amoureux à Bangui. Tu n'invites pas un city trip à Bangui alors que tu peux aller, je sais pas moi, tu peux aller au Kenya, tu peux aller en Ouganda, tu peux aller à Zanzibar. Quand tu vis au Rwanda, Zanzibar, c'est pas loin et c'est pas cher, tu vois. Donc voilà, l'histoire. Et donc, Erika, je lui fais des caractéristiques
de ma vie, quoi. C'est-à-dire un père blanc, belge. Et pour te dire, pour finir le sujet, dans le bouquin, le père d'Erika, c'est un médecin, Oui. ce qui n'est pas le cas de mon père. Eh bien, figure-toi qu'il y a 2 personnes qui me disent avoir été à la permanence médicale de mon père. Donc c'est dingue. Oui. Donc je suppose que c'était un autre blanc Oui. ou... Mais c'est-à-dire que, tu vois, il y a... les deux personnes qui m'ont dit ça, ces 2 femmes qui ont beaucoup aimé le livre. Et en fait, ça par contre, c'est quelque chose... Un livre qui marche, c'est quoi ? C'est un livre dans lequel tu arrives à te projeter à un petit niveau. Oui. Que ce soit positivement ou négativement. Oui. Que ce soit te dire, ah ben moi je suis pas du tout comme ça, je ne ferai pas ça. Et là, quand elles m'ont dit qu'elles se souvenaient qu'elles ont été à la permanence médicale de mon père, je me suis inquiétée. La sœur d'Erika est gynécologue et une autre personne m'a dit que ma sœur avait une excellente réputation comme gynécologue. J'ai chaleureusement remercié. Ma sœur est ingénieure civile. C'est incroyable. C'est incroyable, hein ? Oui. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est le lecteur, tu sais. Oui. Qui projette ces trucs. Sa propre fiction, finalement. Oui, mais moi je critique pas ça. Je trouve que c'est pour ça que moi j'aime bien rencontrer le lecteur. Oui. Tu as des lecteurs, et moi je les remercie déjà d'avoir lu mon livre, mais qui se sont identifiés à un personnage ou l'autre. Par exemple, il y a des hommes qui m'ont dit qui m'ont parlé de l'infidélité des femmes, qui étaient très, très touchés par ça. Il y en a d'autres qui, comme il y a une certaine place au sport, qui m'ont parlé de ça. D'autres qui m'ont parlé des addictions et qui m'ont parce que ça fume beaucoup et ça boit. Exactement. Voilà. Et moi, ceux qui m'en ont parlé, c'est que plusieurs fois, après des rencontres en librairie ou bien avec la presse, d'office on m'apporte de l'alcool et moi je ne fume pas et je suis vraiment une mauvaise buveuse. Donc, mais les gens sont convaincus que je suis une buveuse de haut niveau. Alors que j'aimerais bien, remarque, mais je n'ai vraiment pas d'envergure. Moi, je bois un verre de vin et il me faut le mois pour m'en remettre. Donc, mais voilà. Toutes ces choses qui te différencient d'Erika. Et ça, quand moi, je ne sais pas comment font les autres quand ils écrivent, je ne me suis pas dit que Erika, je vais en faire quelqu'un qui aime bien son verre de bière parce que moi, je n'en bois pas. C'est parce que j'ai imaginé un personnage comme ça. Et voilà, et le fait qu'Erika aime son verre de bière, qu'elle fume des cigarettes, ben c'est toutes les addictions que chacun de nous pouvons avoir. L'addiction peut être de l'alcool, ça peut être de la cigarette, ça peut être la sexualité, ça peut être lire, ça peut être travailler trop, ça peut être trop lire. Enfin, c'est toutes nos petites stratégies, quoi. Mais donc je te faisais ce passage pour te dire les gens lisent ce qu'ils veulent bien. Oui. Et c'est ça qui est génial. Oui, et c'est un peu comme ça aussi que tu espères que les gens le recevront. J'imagine, quand tu écris, t'écris pour les autres, t'écris d'abord pour toi. Ouais, pour moi. Ensuite, t'as quand même envie que le livre soit lu, vu l'implication que ça demande. Oui, mais en fait, moi, c'est quand j'ai été à Bordeaux que j'ai fait ma résidence d'écriture. Beata Omobiei Mérès compte beaucoup dans ce processus parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est vrai que je pourrais publier. J'ai pas... Ah oui, tu ne penses pas non. Ah, c'est fou, je me suis d'abord dit, j'avais cette histoire, en fait, j'avais 2 histoires en tête depuis longtemps. Oui. Et il m'en reste donc une, que je ne sais toujours pas comment emmancher, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai commencé par écrire cette histoire. Et je me suis d'abord dit, je vais l'écrire et puis on verra. Et la vie a fait que j'ai terminé d'écrire cette histoire, que j'ai été lauréate d'une bourse d'écriture, que ça m'a fait rencontrer des écrivains, que ça m'a fait comprendre que j'avais déjà pas mal avancé, que je pouvais continuer. Et puis j'ai fini le bouquin, et puis le Covid est arrivé, les maisons d'édition étaient fermées, donc moi je me suis plus occupée du texte. Et puis le Covid est passé, je me suis dit tiens, et les choses se sont mises en place. Et comment as-tu trouvé un éditeur ? Alors, comment j'ai trouvé un éditeur ? C'est que en mars 2020, Gaël Faye
Pile au moment du Covid, du premier lockdown. C'est-à-dire, nous, on a fermé le pays, je crois, le 16 ou le 18 mars. Gaël Faye, qui est un franco-rwandais, vient présenter son film le 10-11 mars, en avant-première. J'y vais. Je connais la belle famille de Gaël, c'est-à-dire les parents de sa femme, de son épouse. Je connais sa femme aussi. Je les connais tous les deux. Et Gaël me dit, mais j'ai entendu dire, tu avais un manuscrit. Tout était terminé à ce moment-là. Je dis non. Non. Je sais pas, je suis prise. Je dis non. Et le manuscrit était écrit depuis 6 mois. Et je dis non. Et j'ai une copine qui est là qui me dit, mais t'es complètement ridicule, quoi. Gaël Faye, là, qui te pose des questions, qui est prêt à lire ton livre, il est dans le game et tout. Je dis non. Et Gaël insiste. Et puis bon, il est pris par les activités. Mes copines qui sont avec moi me disent, mais ça va pas aller, quoi. Donc j'envoie le manuscrit à Gaël, qui est touché par le texte, et qui me demande comment il peut m'aider. Et je lui dis, moi, je voudrais un agent littéraire. Et donc, il me présente son agent, qui accroche. Et c'est en fait l'agent qui se débrouille pour trouver un éditeur. Magnifique. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire non? Est-ce que c'est la peur C'est la peur. La légitimité? Non, c'est la peur. C'est la peur devant... c'est la peur. Et quand j'ai fait lire mon manuscrit, les 2 personnes qui ont lu, un, c'est vraiment un ami intime, et l'autre, c'est un bon pote, mais quelqu'un, je savais, qui n'est pas dans le jugement. Parce que quand tu présentes ton manuscrit, c'est... il y a quelque chose de ça, tu vois, tu te dis, parce qu'à certains moments tu te dis, mais c'est complètement débile, ce que j'ai écrit, ça n'a pas de valeur, tu es comme toute personne j'imagine que tu dois avoir ça aussi quand tu fais même des trucs, quoi. Puis là, c'est un sujet qui est très sensitif aussi, voilà. Et puis une fois que j'ai trouvé un agent littéraire, on a fait le propre dans le texte. En fait, je n'ai rien dû réécrire. Elle m'a fait supprimer des lourdeurs. Donc justement, cette histoire de Bangui, là, tous les restes, tout ça, tous les petits passages comme ça. Et de fait, c'était mieux. Et puis, elle a cherché un éditeur. D'accord. Et donc maintenant, tu as un agent littéraire. Et donc cet agent littéraire t'aide à te lancer dans ton prochain projet? Comment ça se passe? Ah, c'est une bonne question. Alors, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un agent. Oui, parce qu'en Belgique, on n'a pas d'agent. Voilà. Et en fait, dans le monde anglo-saxon, tous les auteurs ont un agent. Tu sais, quand tu dis en France ou en Belgique, tu as un agent, c'est tout juste pour te dire pour qui tu te prends. Exactement. Alors que dans le monde anglo-saxon, même le plus obscur auteur a un agent. Alors, comment ça se passe? Mais en France, ça commence. En Belgique, je ne sais pas, mais en France, ça commence. Je crois qu'en Belgique, pas, parce que je crois que c'est pas légal. Je pense que c'est une question de législation. L'agent, en fait, d'abord, il faut savoir que tu ne gagnes quasiment rien sur un livre. Hein. Oui, je sais. Pas quand tu t'appelles Amélie de Thon. Oui. Mais quand tu es Dominique Célis Pecno de Kigali, tu ne gagnes pas un copec. Donc, l'agent littéraire, il se paye sur tes ventes. Donc, vous passez un contrat et en fonction de ce que vous avez défini, il prend un pourcentage. Donc en clair, je ne sors pas de l'argent. Oui. Tu vois ? Donc l'agent a intérêt à trouver un bon éditeur et à faire un marketing aussi. Pour moi, c'était important d'avoir un agent puisque je ne vis pas en Europe. Je voulais être publié en France parce que c'est la plus grande plateforme francophone. Je ne connais pas. Donc... en plus, je ne comprends rien au business, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et alors oui, en France, quand je rencontre des écrivains qui me disent « Ah, mais pourquoi un agent ça te prend de l'argent, etc. » Moi, je veux écrire, mais j'écris, mais je n'attends... Enfin, c'est impossible de vivre de ça. C'est impossible. Donc moi, ce que je veux, c'est je veux pas m'embêter avec les questions d'éditeurs, etc. Donc tout ça, c'était elle, puisque l'agent littéraire, c'est Catherine Nabokov. Et donc pour le projet d'écriture que j'ai maintenant, bien sûr, je lui en ai touché un mot. Et comme je ne sais pas comment
par quel bout le prendre. Ouais, c'est ça. Je sais pas par quel bout le prendre. On a déjà eu des discussions, l'une ou l'autre discussion autour de ça. Oui. Je vais te dire un truc qui peut paraître fou, mais peut-être que ton prochain livre n'est pas un livre. C'est peut-être un scénario ou une pièce de théâtre. Tu vois ce que je veux Ah, dire? c'est pas bête ce que tu dis. Oui, c'est peut-être pour ça que tu ne comprends pas encore par où le prendre. Ah, ben merci de me dire ça. Mhm. J'ai eu un flash. Mais t'as raison. Oui. Mais oui, pourquoi pas. C'est vrai ça. Enfin voilà. Oui, Comment, mais c'est super. En tout cas, tout s'est quand même finalement bien passé. Donc c'est vraiment une fierté pour toi, j'imagine aussi, d'avoir accompli tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir pour toi pour la suite? Quels sont tes désirs? C'est gentil. Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est une fierté. En tout cas, je suis vraiment... ouais, peut-être que c'est le mot. Je suis contente d'avoir pu mener mon projet à bien. Oui. Vraiment... Pourquoi est-ce que ça ne serait pas une fierté? Alors, oui, oui, c'est peut-être qu'on dit la même chose avec d'autres mots, quoi. Tu vois, mais je veux dire, tu sais, si j'organise un dîner et que le dîner se passe bien, de l'accueil de mes amis au repas, à ce qui se passe, je serai aussi contente. Tu vois, sûr. c'est le fait de mener à terme un projet. Oui. Ce projet qui était très important parce qu'il touche à quelque chose qui a quand même terriblement impacté nos vies. Et en fait, au terme du processus, moi, ce que ça m'a apporté, ça a renforcé ma confiance en moi. C'est énorme, hein? Ça, c'est vraiment le cadeau du processus. Je m'y attendais pas, mais en fait, je me suis dit, mais je peux me faire complètement confiance sur un projet qui était, certains jours, qui était difficile. Mais c'est pour ça que, tu vois, peut-être pour ça que je ne dis pas fierté, mais je suis vraiment contente. C'est ça, je suis contente, quoi. Et je suis pleine de gratitude quand on me dit j'ai lu ton livre, voilà, et qu'on ait apprécié ou pas, mais je suis reconnaissante aux gens de s'intéresser suffisamment que pour l'acheter, que pour le lire, que pour m'en faire un retour. Certains m'écrivent, il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'ai trouvé ça tellement mignon, c'était 5 lignes, hein. Bonjour Madame Célis, merci pour le livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais est-ce qu'on pourrait avoir la suite? Moi j'aimerais bien savoir qui sont les parents d'Erika. Mais c'est mignon, je vous souhaite une bonne continuation, voilà, mais post-scriptum. Non mais c'est vrai, j'aimerais bien voir la suite. Ben, t'as fait ta journée, voilà, c'est mignon comme tout. Et ben écoute, le pire qu'on puisse me souhaiter, c'est de trouver un boulot à mi-temps. Qui te plaise, qui t'épanouisse. En tout cas, qui ne me rende pas malade. Oui. Un travail alimentaire convenable, à mi-temps, qui me permette de payer mes charges. Et l'autre mi-temps, j'écris. Et pour ça, il suffit que je puisse avoir une chaise, une table, une lampe, un ordi. Enfin, c'est déjà pas mal. Oui. L'air de rien. Mais c'est des choses possibles au Rwanda. Et voilà. Oui, mais très bien. Mais Dominique, je te souhaite le meilleur. Je suis vraiment très contente d'avoir pu faire cette interview parce que, comme on disait en début d'interview, on s'est connus quand moi j'étais ado. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de me dire qu'on est 30 ans plus tard. C'est dingue. Et on se retrouve ici à papoter de ton livre et de ton accomplissement. Je trouve ça, en fait, symboliquement, pour moi, c'est très fort. Mais merci de le dire, c'est chouette. Mais j'avais oublié ça, 16 ans. Eh ben, un grand merci aussi. Merci. Merci beaucoup.